Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau staff de médecine polyvalente en ce mois de septembre 2022. On espère tous que vous avez passé un excellent été. Petite introduction pour rappeler à ceux qui se connectent pour la première fois au staff que donc ces staffs sont dédiés à la médecine polyvalente, à la médecine de salle, post-urgence, médecine interne, SSR, gériatrie, pour traiter de problématiques que l'on rencontre en salle régulièrement et pour lesquelles on a besoin de réponses et de mise à jour. Ces staffs, on en organise à peu près 8 par an. On saute souvent les vacances scolaires pour que tout le monde puisse se connecter. Ils sont disponibles sur une chaîne YouTube en accès libre et donc ça sont les vidéos montées par Maxime Moulin que l'on remercie, et les topos sont également présents sur le site de la Société française de médecine polyvalente. Vous pouvez les télécharger à tout moment. On est preneur de sujets et d'orateurs si des idées vous viennent. En cette année, on a fait une thématique en partenariat avec la Société française de gastro-entérologie. Et donc, vous verrez à chaque fois une thématique d'hépato-gastro-entérologie sur les 4 ou 5 prochains staffs, accompagnés d'une autre présentation. Bienvenue à tous. N'hésitez pas à parler de ces staffs autour de vous, dans vos services, dans vos hôpitaux et établissements respectifs. Docteur Barraud, vous êtes hépatogastro-entérologue à l'hôpital intercommunal de Créteil et vous avez gentiment accepté de nous parler du syndrome de sevrage d'alcool, problématique prévalente dans nos services respectifs. Vous avez la parole, une vingtaine de minutes. Comme on vous l'a dit, les participants sont des médecins de salle hospitaliers et l'idée est de se garder entre 13h25 et 13h30 5 petites minutes pour les questions des participants. Très bien, merci. Donc, moi, je suis le docteur Camille Barraud, je suis hépato-gastro-entérologue de formation et aussi addictologue. Donc, je m'occupe essentiellement des problématiques d'alcool et particulièrement dans le service d'hépato-gastro où je travaille. Et en fait, je suis responsable d'une équipe de liaison. Voilà, à l'hôpital intercommunal de Créteil, et je fais partie également de la SNFGE. Donc, je vais couper ma caméra, puis on va partager l'écran. On va commencer. J'ai fait un topo que j'espère le plus adapté possible. J'ai bien pu comprendre que vous étiez tous hospitaliers. Et donc, la question était donc vraiment de la prise en charge très pratique, pratico-pratique, et du syndrome de sevrage d'alcool que vous voyez à l'hôpital. Alors, un petit point sur l'épidémiologie de la consommation d'alcool. C'est la substance psychoactive la plus consommée en France. Actuellement, c'est 26 grammes par jour et par adulte versus 65 grammes en 1940. Donc, vous voyez que la consommation a énormément diminué, mais elle a tendance à se stabiliser. Et c'est surtout la consommation de vin qui a diminué, ce qui peut expliquer d'ailleurs les publicités assez offensives des alcooliers vinicoles. Et la consommation de spiritueux et de bière reste à peu près stable. En France, le mésusage d'alcool est à l'origine de 40 000 décès par an, aux derniers chiffres qui ont été réalisés par une étude dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire de 2019, mais c'est des chiffres sur 2015, bien sûr. Et c'est une femme et 3 hommes qui décèdent à cause de l'alcool, donc 10 000 femmes et 30 000 hommes. Et les maladies les plus fréquentes en lien avec le mésusage d'alcool et donc de mortalité, c'est les cancers, puis les maladies cardiovasculaires et les cirrhoses. Ensuite, il y a d'autres maladies, les maladies neurodégénératives, les accidents de la voie publique, etc. Mais ce sont les 3 grandes causes de maladies liées à l'alcool pour lesquelles les gens décèdent. Alors, si on s'intéresse, je vais utiliser ma petite souris, si on s'intéresse à ce qui se passe en France, et je remercie donc Action Addiction d'avoir partagé cette diapositive, en fait, on sait qu'il y a environ 15% des personnes en France qui sont abstinents. On dit abstinents primaires quand ils n'ont jamais consommé d'alcool, ou abstinents secondaires quand ils ont arrêté de consommer de l'alcool. Que, comme vous le savez quand même très certainement, la majorité des Français sont des consommateurs modérés et la moitié de la population consomme 10% de l'alcool vendu en France. En revanche, un tiers de la population, donc vous voyez 32%,
33%, pardon, consomment 90% de l'alcool vendu. Et parmi ceux-là, il y a une partie des personnes qui sont des consommateurs excessifs ou à risque, et probablement 8-10% de la population qui sont des patients dépendants. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à cette population. Alors, les recommandations de 2017, elles découlent du fait que les cancers sont les premières causes de mortalité par mésusage d'alcool. Et ces recommandations visent à promouvoir une consommation nulle, puisque la seule consommation sans danger, c'est une consommation nulle. Mais en tout cas, pour ceux qui décident de consommer de l'alcool, on conseille de ne pas dépasser 10 verres par semaine. Je vous rappelle qu'auparavant, on ne devait pas dépasser 14 verres pour les femmes et 21 verres pour les hommes, et de faire 2 jours sans alcool. Ça, c'est un peu un problème de santé publique pour être sûr que les gens puissent s'arrêter. Et de ne pas dépasser plus de 4 verres par occasion pour éviter en fait toutes les pathologies liées aux ivresses aiguës. Donc ça, ce sont des recommandations que nous devons tous se faire à nos patients. Vous savez certainement également que le mésusage d'alcool, c'est la première cause d'hospitalisation en France, que 25% des patients hospitalisés ont un mésusage d'alcool. Alors, ils ne sont pas forcément dépendants, mais si on posait la question à tous nos patients hospitalisés, 1 sur 4 a un problème d'alcool, et que ce qui concerne les admissions aux urgences, 1% des admissions sont liées à une ivresse, et 17% des admissions sont liées à un mésusage. Donc, en fait, c'est un vrai gros problème à l'hôpital. Et vous vous retrouvez finalement avec des patients, que ce soit aux urgences ou en hospitalisation, qui ont une problématique d'alcool associée 1 fois sur 4. Alors, si on précise un peu les choses, pour ce qui concerne le trouble de l'usage de l'alcool, c'est toujours des définitions, mais c'est important de savoir de quoi on parle, parler de la même chose. En fait, vous savez que c'est seulement un arrêt brutal de l'alcool qui va être à l'origine d'un syndrome de sevrage, seulement s'il y a une dépendance physique, ou en tout cas une dépendance à l'alcool. Et donc la dépendance fait partie de ce qu'on appelle maintenant les troubles liés à l'usage de l'alcool ou les troubles de l'usage d'alcool. Il y a différentes façons de le dire parce que le terme anglais c'est Alcohol Use Disorder et on n'a pas su bien préciser en France si c'était secondaire à l'usage ou si c'est un trouble de l'usage. Donc l'usage nocif et la dépendance sont des troubles liés à l'usage et la dépendance est un trouble lié à l'usage sévère. L'usage à risque, c'est les personnes qui consomment trop mais qui n'a pas de problème en rapport, fait partie du mésusage, et sinon il peut y avoir un usage simple. Donc aujourd'hui, on s'intéresse aux patients qui ont une dépendance, c'est-à-dire un trouble de l'usage de l'alcool sévère. Alors quand est-ce qu'on va se retrouver face à un sevrage d'alcool à l'hôpital? Aux urgences ou en service de médecine, il y a plusieurs solutions. Donc c'est un arrêt de l'alcool qui est brutal, qui peut être volontaire ou involontaire. Donc, chez le patient qui a décidé d'arrêter l'alcool, ça, c'est nos collègues des urgences qui vont les voir. J'ai un patient qui a décidé d'arrêter de l'alcool tout seul. En fait, il ne savait pas qu'il était dépendant physiquement ou il n'avait pas compris. Il arrive aux urgences en syndrome de sevrage. Donc, ça va être par exemple un arrêt de l'alcool spontané. Ça peut être un arrêt de l'alcool programmé pour un patient que vous hospitalisez pour un sevrage d'alcool médicalisé. Vous avez décidé avec lui qu'il fallait l'hospitaliser pour faire sevrage d'alcool, soit parce qu'il est isolé socialement, soit parce qu'il y a des problématiques de santé associées. Mais le plus souvent, la grande majorité des cas, ce sont des sevrages d'alcool involontaires. Soit les patients arrivent en syndrome de sevrage parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de consommer chez eux. Exemple, un accident, ils se sont fracturés ou peu importe, mais en tout cas, ils n'ont pas pu aller chercher l'alcool ou consommer de l'alcool. Donc ça, c'est souvent aux urgences. Soit le patient a été hospitalisé pour une autre raison que le problème d'alcool, mais le sevrage va être symptomatique et problématique et compliquer un petit peu la prise en charge. Alors la définition du syndrome de sevrage, c'est un état de manque qui est à la fois physique, psychique et comportemental. Et vous pouvez tout à fait avoir des syndromes de sevrage d'alcool sans signes graves physiques. C'est dans les suites qu'on dit immédiate de l'arrêt de l'alcool, mais en fait, généralement, c'est dans les 48 heures qui suivent l'arrêt de l'alcool, jusqu'à 10 jours. C'est-à-dire qu'en fait, le syndrome de sevrage peut être décalé de quelques jours. Alors, 10 jours, c'est vraiment le maximum. Je trouve que c'est quand même plutôt 2 jours à 7 jours.
Mais parfois, c'est quelques heures. Vous avez des patients qui sont tellement dépendants physiquement qu'au bout de quelques heures d'hospitalisation sans alcool, ils vont avoir un problème. Et donc, parfois, il faut seulement quelques heures avant que le patient déclenche un syndrome de sevrage. Et donc, je vous mets en garde, attention aux sevrages associés qui sont fréquents et qu'on n'identifie pas immédiatement ou pas toujours. Je pense que le sevrage des benzodiazépines, vous y pensez, mais parfois, via les urgences, le patient, on a sauté une étape, on ne retrouve pas son ordonnance et on ne sait pas qu'il a un traitement par benzo au long cours. Donc, il va soit aggraver les signes de sevrage d'alcool, soit sembler être un sevrage d'alcool, mais décalé. Plutôt, les sevrages d'alcool qui sont un peu loin après le début de l'hospitalisation, il faut vraiment chercher un syndrome de sevrage des benzodiazépines, aussi du cannabis. Et puis surtout, attention, même si théoriquement les signes de sevrage de tabac sont différents, quand ils se surajoutent au sevrage d'alcool, vous allez avoir soit une intensification des signes, soit des signes qui peuvent être un petit peu décalés, effectivement. Et en particulier, c'est des patients qui vont être un peu pénibles pour les équipes. Donc, on en parle un tout petit peu plus tard, il faut bien prendre ça en charge. Cette association de troubles, ils sont résolutifs en 2 à 5 jours, généralement. Et les signes subjectifs, c'est ceux qu'on n'interroge pas toujours, mais qui sont assez fréquents, qui sont l'anxiété, l'agitation, l'irritabilité, une insomnie relative et des cauchemars. Et ce sont des signes qui sont bien évalués par le score de Siwa, que je vais vous montrer dans un instant. Mais ce sont des signes qui passent souvent inaperçus et qui peuvent, d'ailleurs, un syndrome de sevrage peut se résumer à juste les signes subjectifs. Et puis, il y a des signes neurovégétatifs que vous connaissez bien, qu'on apprend, qui sont sueur, tremblement, tachycardie, hypertension artérielle, qui vont, eux, entrer dans le score de Cushman. Je dirais peut-être que c'est une autre échelle de syndrome de sevrage vraiment physique. Et puis, il y a souvent des signes digestifs avec des nausées et des vomissements. C'est le score de Siwa, c'est le score en fait d'échelle de cotation du sevrage qui est utilisé partout en Europe, mais pas en France. Il faut dire que ça, c'est seulement la première partie de l'échelle. Je vous montre la deuxième partie dans un instant. Donc, il y a les nausées, les tremblements, les sueurs, l'anxiété, les troubles des perceptions auditives, des troubles des perceptions visuelles. Mais comme vous pouvez le constater, la cotation va de 0 à 7. Et en fait, on va avoir dans ce score en fait, beaucoup plus de subtilité, de finesse pour mettre en évidence des syndromes de sevrage qui pourraient paraître inaperçus, passer inaperçus, et qui pourraient paraître être de l'anxiété ou un peu d'agitation du patient. En particulier, il peut y avoir un petit peu d'agitation, des petites sensations subjectives de démangeaison, de fourmillement, des céphalées, et puis bien entendu, il peut y avoir des petits troubles de l'orientation. Le problème de ce score, c'est qu'il prend pas mal de temps à passer. Mais éventuellement, si vous avez des externes motivés, vous pouvez leur demander d'aller faire ça, ça peut les intéresser. Le score qu'on utilise le plus pour éviter vraiment les gros problèmes, finalement, c'est le score de Cushman, qui fait de 0 à 21 points, et qui prend en compte la fréquence cardiaque, la pression artérielle systolique. Alors, théoriquement, cette pression artérielle, elle doit être reliée à l'âge, d'une part, et elle doit aussi prendre en compte le fait que votre patient prenne ou non des bêta-bloquants ou un traitement antihypertenseur, la fréquence respiratoire, les tremblements qui peuvent aussi être modifiés par des bêta-bloquants d'action générale, des sueurs, une agitation, j'ai perdu ma petite souris, elle est là, sueur, agitation et troubles sensoriels. Alors, vous les connaissez, ils sont cotés de 0 à 3. Nous, on fait faire le score de Cushman, on le fait coter par l'équipe paramédicale, mais en revanche, la prescription se fait par le médecin, c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Globalement, en dessous de 7, c'est pas trop compliqué à gérer. À partir de 7, vous avez un sevrage que eux, ils ont noté comme modéré, mais moi, je le considère comme cliniquement significatif. Au-delà de 14, on est vraiment dans un sevrage sévère et on va faire appel à nos collègues des soins intensifs. Alors, les complications d'un syndrome de sevrage, ça va être les fameux signes confusionnels, désorientation temporospatiale, les troubles de la concentration, de la mémoire, du jugement, des hallucinations, et c'est ça qu'on appelle le délirium tremens. En fait, le délirium tremens, c'est quand il y a une apparition d'hallucination au cours d'un syndrome de sevrage. Et dans ce cas-là, on peut dire qu'il s'agit d'un syndrome de sevrage compliqué et sévère.
des convulsions qui parfois ont fait l'objet d'une mise en place d'un traitement par antiépileptique antérieurement, et on ne sait plus très bien si le patient il a vraiment une épilepsie maladie ou des crises convulsives de sevrage, et une hyperthermie. Et c'est ce qui est le plus grave et rare, heureusement, mais c'est ce qui est à l'origine de la mortalité en cas de sevrage. Alors, la question que vous allez avoir, c'est de prévenir le syndrome de sevrage avant même de le traiter. Alors, pour l'objectif, effectivement, numéro 1, je dirais, ce serait d'éviter l'apparition d'un syndrome de sevrage sévère en hospitalisation. Donc, pour ça, il y a plusieurs points. Il faut déjà repérer un mésusage d'alcool. Alors, théoriquement, tout professionnel de santé ou professionnel social, etc., devrait systématiquement interroger son patient vis-à-vis de l'alcool. Et pour avoir un bon diagnostic, vraiment, enfin, une bonne orientation très simple, vous pouvez faire passer les 3 premières questions de l'audit. Ça s'appelle l'audit C, l'audit court. Ça a été validé et c'est recommandé par la Société française d'hépatologie et d'addictologie. D'alcoolologie, pardon, la SFA et la FEF. Donc, ces 3 questions sur la fréquence, la quantité de boissons alcoolisées consommées par le patient. Et avec ce score, vous avez une possibilité d'avoir une bonne orientation diagnostique. Toutefois, vous pouvez simplement interroger votre patient comme vous le faites habituellement, mais il faut vraiment l'interroger sur la consommation d'alcool. Ensuite, une fois qu'on a identifié un mésusage d'alcool, il faut repérer une dépendance physique. Alors, on peut avoir, je fais une petite aparté, on peut avoir une dépendance sans signe de dépendance physique. Et ça va être surtout les signes dont je vous ai parlé tout à l'heure, anxiété, insomnie, sensation de tension interne. Ça, c'est une bonne question à poser aux patients, qui sont des signes de dépendance et des envies de consommer qui sont très fortes. Ce qui nous pose le plus de problème à l'hôpital, c'est vraiment la dépendance physique avec les complications inhérentes. Donc, il faut, à l'interrogatoire, demander au patient s'il a des sueurs, et ça peut être des sueurs nocturnes ou des sueurs en fin de nuit. Il faut lui demander s'il a l'habitude d'avoir des tremblements, et en particulier des tremblements matinaux, des nausées et des vomissements qu'on appelle les pituites matinales, s'il a la nécessité, j'insiste bien sur la nécessité de prendre de l'alcool dès le matin pour commencer la journée. Alors, aucun patient ne vous dira qu'il boit dès le matin parce qu'il a envie, parce que généralement, ce n'est pas extrêmement agréable de fumer ou de boire de l'alcool dès le matin, et c'est vraiment un besoin important. Et savoir s'il a déjà eu des antécédents de syndrome de sevrage sévère. Ensuite, une fois que vous avez repéré la dépendance physique, il faut pouvoir traiter préventivement. Et ça, il faudrait un protocole commun. Donc, nous, on a un protocole qu'on a mis en place à l'hôpital. De là à dire qu'il est commun, on essaye. Et ça, c'est le travail de l'équipe de liaison et de soins en addictologie, si vous en avez une. Ou en tout cas, vous pouvez travailler ensemble avec les urgences pour proposer un protocole de syndrome de sevrage. Ça permet d'harmoniser les choses et surtout de former les internes et les collègues. Et surtout, ce que nous, on a à faire en tant qu'équipe de liaison, c'est vous autonomiser dans la prise en charge. Et bien entendu, la chose qui est très importante, c'est également de surveiller, parce que le syndrome de sevrage, il va évoluer au cours du temps, il peut rester stable et modéré, comme il peut se mettre à galoper, hein, on peut dire vraiment le terme. Des fois, ça va très très vite et on court après le syndrome de sevrage. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la prévention. Depuis qu'on a mis en place ce protocole à l'hôpital, on a beaucoup moins de syndromes compliqués. Alors, une fois que le syndrome de sevrage est en place, il faut traiter. Et les objectifs du traitement, c'est certes d'obtenir un état calme, mais il faut quand même que le patient soit vigilant. Donc, il faut réussir à prescrire la quantité de benzodiazépine qui va être adéquate. Et puis, ce qu'on veut, bien entendu, c'est éviter les complications. Donc, moi, je conseille une hydratation, alors qu'elle soit orale ou par voie veineuse, ça dépend de votre patient et c'est en fonction de ses possibilités, peu importe. Mais j'ai tendance à vous proposer de donner de la vitamine B1 et B6 par voie intraveineuse parce qu'il y a une consommation de vitamine B1 pendant le sevrage et les patients peuvent avoir des complications neurologiques centrales et en particulier des syndromes de Gaillet-Wernicke. Les patients qui ont un mésusage d'alcool souvent n'absorbent pas la vitamine B1 par voie orale naturellement dans leur alimentation ou bien sont dénutris. On ne sait pas très bien pourquoi c'est mal absorbé, je n'ai pas d'explication, c'est peut-être une question de microbiote, mais moi j'ai tendance vraiment à vous proposer de la vitamine B1, B6 par voie veineuse. Et puis,
le traitement, c'est les benzodiazépines de demi-vie longue pour éviter en fait surtout les convulsions. C'est pour ça qu'on utilise la demi-vie longue. Le diazépam 10 mg et c'est Péros. Alors, sauf aux urgences ou en soins continus, mais il y a quand même un risque important de dépression respiratoire. Et c'est toujours sauf si le patient dort ou somnole. Ça veut dire qu'on peut sauter une prise si le patient somnole. Je ne vais pas vous dire qu'on n'utilise pas de temps en temps des antipsychotiques. Ça peut nous être arrivé d'utiliser du Loxapac et effectivement aussi de préférence Péros quand l'agitation est vraiment importante et malgré le traitement de benzodiazépine. Et c'est vraiment un traitement à utiliser de façon secondaire et dans des cas particuliers. Et je vous dirais peut-être à l'aide du psychiatre de liaison ou de l'addictologue de liaison. Pensez absolument aux patchs de nicotine. Si vous êtes vous-même fumeur, vous savez à quel point c'est difficile de ne pas fumer quand on est hospitalisé. Donc, ça va vraiment permettre parfois de diminuer les signes, le score de sevrage en fait. Et surtout, bien sûr, ne pas arrêter le traitement habituel par benzodiazépine. Ou bien, si vous voulez l'arrêter, dans ce cas-là, il faut le switcher et augmenter la dose de diazépam. Parce qu'il va falloir également contrôler, prendre en compte cette base de benzodiazépine. Alors, le schéma de prescription et de posologie, je vais un peu vite, hein, je suis désolée, on n'a pas beaucoup de temps, mais bon, c'est vraiment pour. Vous aurez le temps de relire tout ça après, et je pourrai répondre à des questions, bien sûr, même après comment dire, l'enseignement d'aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Il y a deux façons de faire. Soit on fait une dose fixe avec une décroissance progressive, et c'est généralement un comprimé toutes les 4 heures et on diminue. Nous, on a une préférence pour une dose personnalisée qui est vraiment à la carte et qui dépend de l'index de Cushman. Mais ça nécessite effectivement que l'équipe paramédicale fasse régulièrement le score de Cushman. C'est mieux pour les patients insuffisants respiratoires, insuffisants hépatiques, etc. Globalement, c'est à mon avis une meilleure façon de faire. Mais ça dépend de vos possibilités sur place. Et la durée du traitement, c'est généralement une semaine maximum pour éviter une dépendance aux benzodiazépines, sauf bien entendu des complications ou un patient qui serait dépendant, et à ce moment-là, on fait intervenir l'addictologue. Alors voilà le score qu'on utilise à l'hôpital. Je l'ai fait en une seule diapositive. Devant un mésusage d'alcool, je vais penser immédiatement à l'hydratation. Alors là, c'est comme vous voulez, Péros ou IV, et les vitamines que j'ai tendance à mettre IV. Je vous conseille, si vous avez une équipe de liaison et de soins dans votre hôpital, d'emblée de prévenir l'équipe de liaison. Pour deux raisons. Soit vous risquez d'avoir un certain nombre de sevrages qui se compliquent et vous allez avoir besoin de l'équipe assez rapidement et c'est bien qu'elle soit prévenue. Soit vous aurez besoin secondairement d'avoir une orientation et nous, plus on est prévenu tôt, mieux c'est parce qu'on peut s'organiser pour venir voir les patients. Et pour être tout à fait honnête, il n'y a rien de plus désagréable que d'être appelé le jour de la sortie parce que on a tout un tas d'autres choses à faire éventuellement ce jour-là. Et ça demande parfois un petit peu de temps pour la coordination. Donc, on prend en compte les antécédents dont je vous ai parlé, hein, c'est les antécédents de crise convulsive ou des antécédents de sevrage sévère quand on les a, et le score de Cushman qu'on va faire de façon systématique en cas de mésusage d'alcool, toutes les 4 heures pendant le premier jour et toutes les 8 heures ensuite. Donc, à l'arrivée du patient, soit vous avez un score qui est entre 0 et 4, et à ce moment-là, vous faites simplement une surveillance, ou bien, éventuellement, vous pouvez, si vous voulez, donner un petit peu de benzo à la demande en fonction de ce que vous ressentez avec le patient. En revanche, s'il y a des antécédents de crise convulsive, et a fortiori en cas de crise convulsive à l'arrivée, s'il y a un antécédent de syndrome de sevrage sévère, et moi j'ai rajouté, mais ça c'est un protocole maison, qui n'est pas obligatoire, un score entre 4 et 6, on sent quand même que les gens sont un petit peu limites, j'ai tendance à donner, dans ce cas, et là de façon obligatoire en cas d'antécédent, du diazépam 10 mg toutes les 4 heures. Et c'est toujours sauf si dort ou somnole. Surtout, bien le noter dans la prescription pour que l'infirmier ne réveille pas le patient pour lui donner son diazépam. Et ce n'est pas la peine d'en donner plus souvent parce que, de toute façon, comme c'est un médicament de demi-vie longue, il va aussi mettre du temps à agir. Ensuite, on fait le score toutes les 4 heures à 24 heures. Si tout se passe bien, il y a une diminution du score, c'est ce qu'on espère. À ce moment-là, au bout de 24 heures, on peut faire une décroissance du diazépam en continuant à faire un score de Cushman régulièrement. Et on va faire une décroissance selon ce protocole, par exemple, parce qu'il est simple, mais vous pouvez le faire à votre manière. Moi, j'ai mis toutes les 4 heures pendant 24 heures, toutes les 6 heures, toutes les 8 heures.
toutes les 10 heures, un le soir et arrêt. Et vous voyez, en 5 jours, 6 jours, on a arrêté le traitement. En revanche, au cours du suivi, à n'importe quel moment, le patient peut aggraver son score de Cushman, soit parce qu'il n'a pas eu de traitement, soit parce que de toute façon, le diazépam n'est pas suffisant. Donc, soit le patient a d'emblée plus de 7, soit au cours du suivi, il augmente son score, et c'est bien pour ça qu'il faut le surveiller. À ce moment-là, on va être obligé de passer à une dose de charge de diazépam, toujours par voie orale. C'est 60 mg la dose de charge qu'on va donner en 6 heures. Donc, un comprimé toutes les heures, 6 fois. Et on fait un score de Cushman à chaque fois qu'on donne une prise de médicament. Alors, ce n'est pas pour revenir en arrière, on espère que le score va diminuer. Donc, on va continuer à donner un comprimé toutes les heures, même si le score diminue. Mais c'est pour, à tout moment, vérifier que le score n'est pas en train d'augmenter. Donc, si le score diminue comme on le souhaite, on fait cette dose de charge complète et ensuite on passe au diazépam 10 mg toutes les 4 heures. Et puis, on retourne à ce moment-là vers une prise en charge correcte et on décroît le diazépam progressivement. Mais ce qui nous inquiète beaucoup, c'est de savoir si, malgré ce traitement, le patient ne va pas s'aggraver. Et à tout moment, si le score de sevrage est supérieur à 15, il faut appeler le réanimateur parce que là, on va être obligé d'utiliser du diazépam par voie veineuse ou bien d'autres médicaments. Je vous mets en garde chez les insuffisants respiratoires et les insuffisants hépatiques. Finalement, si on suit le score de Cushman, on n'a pas trop de problèmes avec les patients cirrhotiques. Certains utilisent le Serestat. Ça, c'est à votre convenance parce qu'il y a une demi-vie un peu plus courte, mais il n'y a pas vraiment de recommandations sur ce sujet en hépato. En revanche, attention aux patients pneumo et n'hésitez pas à discuter avec le pneumologue ou l'hépato si le patient a une insuffisance hépatique ou pulmonaire. J'arrive avec la dernière diapositive. On va pouvoir passer aux questions. Ça, on tient le temps, c'est bon. L'après, parce que l'après, c'est quelque chose qui va être important pour nous en addicto. Soit le patient, il a une maladie qui est en rapport avec l'alcool. Bon, ça, c'est la question qu'on a souvent en hépatogastro. Il faut récupérer les questions suivantes, les informations suivantes. Si ce patient a déjà été suivi pour ce problème, s'il est toujours suivi et par qui, à ce moment-là, il va falloir se mettre en contact avec ce médecin ou réorienter le patient vers ce médecin en adressant systématiquement le CRH. Alors, j'insiste un peu, c'est administratif, mais c'est très important pour l'addictologue. Moi, je travaille également en consultation d'addictologie, de savoir qu'un patient a été hospitalisé, qu'il a eu un certain nombre de sevrages. Ça nous permet vraiment de prendre en charge les choses un petit peu différemment. Ou bien il vient pour une autre pathologie au décours de laquelle on trouve une alcoodépendance. Et dans ce cas-là, il va falloir orienter le patient vers un suivi addicto. Donc, il faut appeler l'ELSA, c'est l'équipe de liaison, et prévenir le patient que l'équipe va venir faire le point avec lui. Donc, c'est aussi des petits points un peu subtils, mais je dis toujours aux internes de ne pas leur demander s'ils veulent voir l'addictologue de la même manière qu'on ne leur demande pas s'ils veulent avoir une échographie. On leur dit, l'addictologue va passer vous voir. Après, le patient peut toujours refuser de voir l'addicto, hein, bien sûr. Donc, on le prévient. Et puis, si on a la possibilité, il faut prévoir ou débuter un bilan somatique des complications de l'alcool et du tabac, et en particulier, dépistage d'une cirrhose. Bon, une élassométrie, c'est très bien, une échographie. Le dépistage des cancers ORL et du poumon, au moins une fois. En tout cas, il faut y penser. Et sachez que, pour terminer, il y a des recommandations de bonnes pratiques cliniques de la Société française d'alcoolologie qui sont un petit peu anciennes, qui sont en train d'être finalisées, d'être mises à jour. Et d'ici quelques semaines, vous pourrez avoir accès aux nouvelles recommandations sur le site de la SFA. Donc, vous avez le lien en bas de cette diapositive. Mais de toute façon, vous avez quand même les anciennes recommandations qui sont toujours en ligne et qui peuvent vous aider. Alors, j'ai terminé. Je vais cliquer pour quitter. Je vais me remettre en ligne avec vous. Voilà. Peut-être que je vais arrêter le partage. Et voilà. Est-ce que... Merci beaucoup, docteur Barraud. Merci pour votre présentation. Me permet d'en poser une sur la fameuse question de l'hydratation et de sa quantité. On a tous appris dans nos manuels d'externes et de jeunes internes les 2 litres d'hydratation un peu systématique il y a quand même quelques années maintenant. Ça ne se fait plus. Comment on dose cette hydratation maintenant?
Avant, on perfusait tout le monde de litres de façon un peu caricaturale. C'est terminé. Et qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors, moi, je ne perfuse pas de façon systématique les patients qui ont un syndrome de sevrage d'alcool. Bon, les patients dont je sais, parce que je les hospitalise pour un sevrage, qu'ils ont des antécédents de syndrome de sevrage sévère, je vais les perfuser d'emblée et mettre effectivement environ 2 litres. En tout cas, il faut le minimum des apports quotidiens. Et puis savoir que peut-être le patient ne va pas être bien et du coup, il va avoir éventuellement des sueurs, de l'agitation ou ne pas pouvoir s'hydrater lui-même. Donc, je pense que l'hydratation, c'est vraiment en fonction du patient, c'est à la carte. Il n'y a pas de façon systématique. En revanche, devant un syndrome de sevrage qui est déjà enclenché aux urgences ou un patient que vous recevez des urgences et qui a déjà des tremblements, des sueurs, il faut effectivement perfuser environ 2 litres. De ce que vous voulez. Moi, le sérum FI, ça me va parfaitement bien. C'est même mieux que le G5, sauf si votre patient ne se nourrit pas, parce que c'est iso, tout ce que vous voulez, isotonique, isosmolaire, machin. Et surtout, si vous mettez du G5, il faut absolument donner de la vitamine B1 et B6, parce qu'on sait maintenant que c'est l'association absorption du glucose par les cellules neuronales nécessite de la vitamine B1, et une carence en vitamine B1 peut vraiment poser des problèmes neurologiques centraux, en particulier des gaillets verniqués et parfois des Korsakoff. Donc, moi, j'insiste plus sur la vitamine B1 que sur l'hydratation en elle-même. D'accord. Et par exemple, on fait parfois, on laisse juste un cathéter obturé dans le service, quand les patients n'ont plus besoin d'être perfusés. Je laisse le cathéter obturé, je fais une petite perfusion de vitamine B1 le matin par l'infirmière, avec un petit pochon, pendant 5 jours. Merci. Merci pour votre réponse. Bonjour. Pour rebondir sur les précédentes questions, nous, on a cette interrogation du rationnel de la vitamine B6 systématique. On a bien compris le pourquoi de la vitamine B1. Et surtout, on se posait la question du systématisme de la voie IV, y compris chez des gens qui, justement, ont un petit syndrome de sevrage et qui ne font pas partie des gens dénutris avec la polynévrite alcoolique, etc., etc. Donc voilà, on se disait, faut-il prescrire la B6 à tout le monde? Et puis, faut-il mettre IV tout le monde? Alors, la vitamine B6, on n'a pas de preuve de concept. C'est que souvent, on a des patients dénutris, donc en plus de la vitamine B1 qui, elle, est indispensable, on a tendance à mettre la vitamine B6 et PP, mais elle est moins obligatoire et elle a moins d'impact sur des complications neurologiques éventuelles. Et la voie IV, alors c'est très débattu. Moi, j'y tiens pour la raison suivante, c'est qu'on sait ça avec certitude que ce n'est pas absorbé dans les premières semaines de sevrage, probablement pour des pathologies de microbiote, en dehors de la dénutrition et du fait que les patients ne soient pas en malnutrition. Je pense on sait qu'elle est mal absorbée par l'intestin. Donc, j'ai tendance à le faire comme ça. Mais bien entendu, je suis d'accord avec vous, un patient qui n'est pas dénutri, bon, ça peut se discuter. En revanche, faut se méfier des perfusions d'hydratation avec du G5, parce que c'est dans ces cas-là qu'on a vu le plus de cas de gaillets verniqués. C'est association d'une perfusion de glucosé sans vitamine B1 avec. Mais c'est débattu, j'ai des collègues qui vous diront qu'ils ne sont pas tout à fait convaincus par la vitamine B1. En termes d'absorption, ça, on sait que c'est mal absorbé. Merci, c'est très clair. Merci beaucoup, merci pour votre question, merci pour votre réponse. Écoutez, on vous remercie à nouveau pour votre présentation. Elle sera disponible sur le site de la Société française de médecine polyvalente